tous et bienvenue sur Du Cappuccino et des livres, un podcast dédié à la lecture, aux livres qui nous accompagnent, nous bouleversent ou nous font rêver le temps d'un cappuccino. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Qui dit été, dit vacances, pour certains en tout cas. Mais surtout, qui dit été, dit lecture à fond. Et autant vous dire que de ce côté-là, je me suis fait vraiment plaisir. Avec la pile à lire que je m'étais préparée pour l'été, je ne manquais clairement pas de choix, et quand je parle d'une pile à lire, ce n'était pas une petite sélection de quelques livres. Non. J'avais décidé de me lancer un petit défi en préparant une palle pour toute la saison, c'est-à-dire du 1er juin au 30 septembre. Oui, je sais, l'été débute le 21 juin et l'automne commence officiellement le 22 septembre, mais j'avais envie de voir les choses en grand et de pousser le challenge jusqu'au bout. Est-ce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre ? Eh bien, c'est une très bonne question. Et la réponse, vous ne l'aurez qu'à la fin du mois de septembre. Il faudra donc encore patienter un petit peu. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que je ne pense pas refaire ce genre de palle à chaque saison. Cette année, j'avais vraiment envie de tester ce format et de voir si j'étais capable de tenir le rythme. Alors justement, combien de livres avais-je prévu ? Si je ne me trompe pas dans mes calculs, j'étais partie sur 22 livres en 4 mois. Ce qui représentait finalement un rythme assez raisonnable d'environ 5 à 6 livres par mois. Sur le papier, ça semblait totalement faisable. Sauf que ma vie de lectrice en a décidé autrement. Bien sûr. D'abord, j'ai eu la chance de recevoir 3 services de presse, 3 romans qui sont naturellement venus s'ajouter à cette palle déjà énorme. Voilà. Et il y a eu la médiathèque. Je voulais juste passer dire bonjour à ma bibliothécaire. Vraiment. Enfin, c'était l'idée de départ. Parce qu'évidemment, je ne suis pas repartie les mains vides. Ce serait beaucoup trop simple. Au fil de mes passages, j'ai emprunté 11 BD et romans graphiques. Et parmi eux, il y avait une série tellement addictive que j'ai lu les 5 tomes disponibles à la bibliothèque avant d'acheter les 2 autres parce que je refusais d'attendre pour connaître la suite. Oui, parfois c'est ma curiosité qui gagne. Quand je vous disais que j'avais vu large, je n'exagérais absolument pas. Comme vous le savez, si vous avez écouté mon bilan de lecture du mois de juin, j'avais déjà lu 7 livres de cette fameuse palle estivale, ce qui était plutôt pas mal et raisonnable. Alors, en juillet, juillet a été complètement fou, car en préparant cet épisode, j'ai fait les comptes et je me suis dit « Ah oui, quand même !» Parce qu'au total, j'ai lu 19 livres. Oui, 18, vous avez bien entendu, 18 livres lus. Bon, ok, aller à la bibliothèque, prendre des BD, c'est un peu de la triche. Mais l'essentiel est que j'ai passé un très bon mois de lecture. Bon, ok, je vous le concède, j'en ai mis un en pause, et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans l'épisode, d'où mon erreur de chiffre de tout à l'heure, et j'ai encore 2 lectures en cours, un livre audio et un roman papier, soit tout de même une palle de 21 livres, rien que pour le mois de juillet. Oui, je sais, mais que voulez-vous, c'était les vacances, j'avais du temps devant moi, tout était réuni pour que j'en profite pleinement. Passons aux choses sérieuses, car autant vous dire que j'ai énormément de choses à vous raconter aujourd'hui. Alors prenez une boisson bien fraîche ou un onctueux cappuccino, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et vos envies du moment. Installez-vous confortablement, enfin, si cela vous est possible, parce que cet épisode risque d'être un chouïa plus long que d'habitude. Mais avant de revenir sur toutes mes lectures de juillet, je voudrais commencer par le livre qui m'a accompagnée entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Je vous en avais parlé rapidement dans mon précédent bilan lecture, celui de juin, et il est maintenant temps de vous donner mon avis complet. Voici donc mon avis final sur le roman « Les mystères de la rue Jinami » de Maggie Inoue, publié chez J'ai lu. Alors c'est un genre du cozy mystery, et pour le résumer, 2 livres, 6 histoires et tant de façons de les découvrir. Par laquelle allez-vous commencer ? À Yokohama, dans le quartier de Jinami, un temple discret et une galerie marchande sur le déclin abritent une population unie par l'amour de sa communauté et de ses traditions, notamment culinaires. Mais ce fragile équilibre est menacé par le réaménagement urbain. Alors que le quartier semble s'enfoncer dans l'insécurité, plusieurs affaires troublantes frappent commerçants et habitants. Car dans les ruelles du quartier,
Une présence mystérieuse et malsaine semble agir dans l'ombre. Ses habitants pourront-ils retrouver la quiétude d'antan ? Les 3 sœurs Uchiyama d'un côté et les 4 frères Kogure de l'autre mènent leur enquête. Leurs investigations parallèles finissent par se compléter, révélant peu à peu le mystère qui plane sur Jinami. Alors pour mon avis, déjà, il faut revenir sur le concept que je trouve vraiment original. Ce livre se lit donc des 2 côtés. D'un côté, on suit l'histoire des 3 sœurs, qui, en commençant le livre par le début, et de l'autre, on découvre celle des 4 frères en retournant l'ouvrage, et en partant de ce qui est pour nous la fin. Une idée plutôt sympa, non ? Vous ne trouvez pas ? Cela reprend finalement les 2 sens de lecture. Oui, parce qu'il y a un sens de lecture. Il y a le sens européen côté fille et le sens japonais côté garçon. N'étant pas une lectrice habituée au manga, ce format était une vraie découverte pour moi. Pourtant, je n'ai eu aucune difficulté à suivre les subtilités de l'intrigue et cette construction apporte une véritable richesse au récit. Alterner les 2 points de vue permet de vivre l'enquête d'une manière originale et immersive. Je dois dire que cette lecture m'a totalement convaincue. Découvrir à la fois le point de vue des 4 frères et celui des 3 sœurs permet de reconstituer progressivement toutes les pièces du puzzle et d'appréhender chaque affaire sous un nouvel angle. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vivre cette expérience de lecture que je recommande sans hésiter. Les 7 héros de ce roman sont d'ailleurs très attachants et particulièrement bien construits. Chacun possède sa propre personnalité, sa manière d'observer le monde et d'aborder les énigmes, ce qui enrichit naturellement l'intrigue et évite toute impression de redondance. Le roman propose donc 3 mystères différents reliés par un fil rouge qui se développe au fil des chapitres. Justement, au fil de ces chapitres, les histoires se rapprochent progressivement. Les 4 frères et les 3 sœurs n'enquêtent jamais ensemble, mais une amitié sincère qui naît entre 2 d'entre eux crée un véritable pont entre les 2 récits. On prend alors plaisir à observer les mêmes événements à travers le regard respectifs, et chaque point de vue venant compléter l'autre. Les 2 familles ayant un lien étroit avec la cuisine et la restauration, la gastronomie occupe également une place importante dans le récit, ce qui apporte une touche particulièrement gourmande et chaleureuse. Si je devais émettre un petit bémol, ce serait certainement que j'ai parfois trouvé certains raisonnements un peu nébuleux. Ils ont légèrement ralenti ma lecture et ma compréhension des indices, mais malgré cela, ma lecture a été un vrai plaisir. C'était vraiment très agréable et l'originalité de la construction compense largement ces quelques hésitations. Si vous aimez les cosy mystery, les histoires qui mettent à l'honneur d'autres cultures, les bons petits plats et les enquêtes pleines de charme, ce roman devrait vous séduire. C'est une lecture accessible que je conseillerais à partir du collège et une très belle découverte que je ne peux que vous recommander. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de la série de BD Le Jardin des Fées, Bergère des Fées, d'Audrey Holwett au scénario et Nora Moretti au dessin, ainsi que Citros Treb à la couleur, publié chez Dracou. C'est donc, comme son nom l'indique, une BD. Moi, je le mettrais BD fantastique. Et dans le résumé, elles exaucent votre souhait, mais elles en meurent. Règle numéro 1, le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle numéro 2, jamais il n'exigera de vœux, car chaque vœu tue la fée qu'il exauce. Règle numéro 3, il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux. Règle numéro 4, pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin un jardin. Une enquête féerique à la croisée de Beatrix Potter, de l'affaire des fées de Cottingley et du jardin secret de F.H. Burnett. Voilà ce qu'il y a écrit sur la 4e de couverture. Alors pour mon avis, j'ai trouvé cette BD absolument ravissante. J'en avais déjà entendu parler dans la newsletter de l'autrice, ce qui m'avait donné très envie de découvrir cette histoire de fées. Avant toute chose, je tiens à saluer le magnifique... Oui, c'est Nina Moretti. Pourquoi j'ai dit Nora Moretti tout à l'heure ? Je tiens à saluer, pour l'illustratrice, je tiens à souligner donc et à saluer le magnifique travail de Nina Moretti. Ces illustrations sont superbes et nous plongent immédiatement dans cet univers empreint de magie et de mystère. Elles participent pleinement au récit et renforcent pour moi l'atmosphère
dégagée par l'histoire. Entre la découverte d'un vieux manoir et d'un mystérieux journal de bord, on prend beaucoup de plaisir à faire connaissance avec les personnages et à explorer le monde des fées. En toile de fond, une énigme autour d'étranges taches rouges disséminées ça et là entretient le suspense et donne envie de tourner les pages. J'ai beaucoup aimé suivre Lucie, la très grande, et Marigold, la petite fée, qui rêve de liberté. Chacune à sa manière cherche à s'affranchir de la vie qu'on lui impose. Et au fil de leur amitié, elles vont défendre bien plus que leur propre liberté, abordant avec beaucoup de sensibilité des thèmes qui résonnent facilement. C'est un premier tome qui pose les bases d'un univers enchanteur, porté par des personnages attachants, et un mystère suffisamment intrigant pour donner envie de découvrir la suite. Si vous aimez les bandes dessinées, les univers féeriques, les héroïnes attachantes et les histoires pleines de mystères, je pense que cette BD devrait vous séduire. J'ai ensuite découvert le tome 1 de la série Sorceline. Donc le titre c'est « Un jour je serai fantasticologue » de Sylvia Douillet au scénario et Paola Antista au dessin. Et alors, Loé Naël, j'espère que je prononce bien, aux couleurs, publié aux éditions Glénat dans la collection Vent d'Ouest. On est pareil ici, désolée pour le bourdonnement de la mouche, j'espère que vous l'entendez pas trop, toutes mes excuses. Donc là je disais, on est dans une BD fantastique, fantasticologue, je pense que voilà. Et pour le résumé de 4e de couverture, nous avons « D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux. Mais pas les matous câlins ou les chiens fidèles. Non, moi, ce qui me passionne, ce sont les dragons, les licornes, les monstres, les chimères. Bref, les animaux légendaires. Le résumé trouvé sur Babelio, c'est Sorceline, une jeune étudiante en cryptozoologie, vient de trouver un stage d'été auprès de l'éminent Archibald Balzar, mais dès les premiers jours, avec ses camarades élèves, elle plonge en plein mystère, car une de leurs camarades est retrouvée figée en verre, puis pulvérisée en 1000 morceaux. Commence alors une étrange enquête. Alors, pour mon avis, on est ici aussi face à une très jolie BD, portée par des illustrations magnifiques et immersives. Dès la première page, l'ambiance est installée. Un vieux manoir perdu au cœur du marais sombre et inquiétant, de quoi donner immédiatement le ton. Et pourtant, on découvre rapidement qu'il s'agit d'une école un peu particulière où 6 étudiants se retrouvent pour effectuer leur stage d'été. 4 filles, 2 garçons, aux personnalités bien distinctes, sont réunis pour étudier les créatures fantastiques. À la clé, une place d'assistant auprès du célèbre professeur qui organise ce stage. Il n'en faut pas plus pour réveiller notre curiosité. Ce qui pourrait n'être qu'un simple récit d'apprentissage bascule rapidement dans une véritable enquête lorsqu'une des étudiantes disparaît sans laisser d'autres traces que des milliers d'éclats de verre. Et ce n'est que le début. Au fil de leurs recherches, les élèves se retrouvent confrontés à un second mystère qui vient encore complexifier l'intrigue et renforcer le suspense. J'ai beaucoup aimé Sorceline, l'héroïne de cette histoire. Elle est maladroite, intelligente, curieuse et cache visiblement bien des secrets, ce qui la rend particulièrement attachante et intrigante. Les autres personnages donnent également envie d'en apprendre davantage sur leur passé et leur personnalité, et c'est un premier tome qui mêle avec beaucoup d'efficacité, fantastique, enquête et ambiance gothique. L'univers est riche, les créatures fascinantes et les nombreux mystères donnent très envie de découvrir la suite. Si comme moi vous aimez les atmosphères gothiques, les créatures fantastiques, les enquêtes pleines de mystères et les héroïnes imparfaites mais attachantes, alors cette BD devait vous plaire. Maintenant, on va passer au cœur de mon mois de juillet. Ma folie du mois de juillet ? Oui, ma folie. On va dire ça tout de suite. J'ai découvert une série qui était à ma bibliothèque. Il y avait le tome 1 et le tome 2. Je me suis dit, allez, on y va. J'en ai entendu que du bien. Je vais découvrir et puis je verrai bien. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, tant pis, je les emprunte à la bibliothèque. Donc, ça va bien se passer. Alors donc, quand les 2 premiers tomes ont été terminés, je me suis lancée sur le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7. Et autant vous dire que c'est une série extrêmement addictive. Bon allez, je vais vous dire ce que c'est. C'est Seule la mort attend la vilaine, publié chez Cotoon. C'est donc un webtoon. Je crois que j'ai cru lire quelque part que c'était ce qu'on appelait un isekai, un manhwa. C'est issu de la littérature coréenne. Pour le résumer,
Après avoir enchaîné les parties du dernier jeu mobile à la mode, une jeune femme s'endort. À son réveil, elle se rend compte qu'elle s'est réincarnée dans un des personnages du jeu, Pénélope, la fille adoptive du duc Eckhart. Elle joue le rôle de l'antagoniste, celle dont la mort est assurée à chaque partie. Afin d'échapper à une fin funeste, la jeune femme devra faire des choix difficiles pour se faire apprécier de son entourage, à commencer par sa propre famille. Alors, là, comme il y a eu les 7 tomes que j'ai lus, quasiment dans la foulée d'ailleurs, parce qu'une fois que j'ai fini le tome 1 et le tome 2, j'ai été vite emprunté le tome 4, 6, 7 qu'il y avait à la bibliothèque. Il n'y avait pas le tome 3 ni le tome 5, donc je me les suis achetés. Bah oui. Bah oui. Donc comme j'ai lu la série d'une seule traite, on va dire, entre guillemets, je vais pas vous donner un résumé, je vais pas vous donner mon avis sur tous les 7 tomes, ça ferait beaucoup trop. Je vais déjà vous donner mon avis du tome 1 et peut-être un peu mon avis au-dessus des autres tomes. Voilà. Allez, on commence par l'avis du tome 1. Donc, à force, comme je vous le disais, d'en entendre parler, j'étais curieuse de découvrir l'univers des webtoons, et plus particulièrement de Seule la mort attend la vilaine, que j'ai vu passer sur de nombreuses chaînes booktube que je suis. Je ne suis pourtant pas une grande adepte de la romance, mais le principe de se réveiller, ou plutôt de se réincarner dans le corps d'un personnage de jeu vidéo, m'intriguait beaucoup. Et cette première lecture ne m'a pas déçue. Je comprends tout à fait l'engouement autour de cette histoire. En revanche, je reste un peu sceptique quant à la suite. Cela dit, j'ai déjà emprunté, comme je vous l'ai dit, le tome 2 à la bibliothèque. Je l'ai même déjà lu, donc voilà. Donc je verrai bien où tout cela va me mener. On a bien compris la conclusion de... Je suis fan. Voilà. Donc, au niveau du premier tome, j'ai passé un très très bon moment et ça m'a donné bien entendu envie de découvrir la suite. On y suit donc une jeune femme anonyme qui a vécu une adolescence digne de Cendrillon. Le jour où elle emménage enfin dans son premier véritable chez elle, elle décide, comme le résumé l'indique, de jouer à un jeu vidéo dont elle a beaucoup entendu parler à l'université, puisqu'elle est étudiante en archéologie. Bref, complètement absorbée par le jeu, elle y passe des heures avant de s'endormir, complètement épuisée. Et c'est là que tout commence. À son réveil, elle se retrouve propulsée dans le corps de la grande méchante de l'histoire, et pire encore, elle a choisi de jouer en mode difficile, où la mort de son personnage est inévitable. Son seul objectif devient alors de survivre en évitant le destin tragique qui l'attend, et on la suit donc dans ses rencontres avec ceux qui pourraient potentiellement devenir ses assassins, tandis qu'elle tente de modifier leur perception d'elle pour augmenter ses chances de rester en vie. Bien sûr, elle découvre rapidement que les choses sont bien plus complexes que ce que le jeu laissait croire, qu'il y a bien plus au-delà de la romance aussi, et c'est justement cet aspect qui m'a séduite. Ce premier tome a posé les bases d'un univers, d'une intrigue et de nombreux mystères qui entourent aussi bien l'héroïne que les différents personnages qu'elle est amenée à côtoyer, et on sent que ce n'est, dans ce tome 1, qu'un début, mais suffisamment riche pour donner envie d'en savoir plus. Et oui, je vous le donne dans le mille, j'ai lu les 7 premiers tomes. Bref, je reste, à ces moments-là, de mon avis, je restais néanmoins prudente. Parce que, en fait, je lis un livre, je rédige mon avis direct dans la foulée. Là, je vous fais le bilan après coup. Du coup, les 7 tomes, je les ai déjà lus. Donc, à ce moment-là, j'étais prudente, mais plus du tout après, parce que j'ai tout acheté. Donc voilà. À ce moment-là, de mon retour sur ce premier tome, j'espérais que la série prendrait une direction pas trop centrée sur la romance, parce que, vous le savez, j'ai du mal. Donc voilà, j'avais peur de m'arrêter en cours de route. Bon, non, je me suis pas du tout arrêtée en cours de route. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est tout le processus que l'autrice a développé au niveau des stratégies de survie de l'héroïne, de son évolution et des secrets bien cachés que le jeu n'avait jamais révélés à l'héroïne de l'univers. Alors peut-être, non, c'est même sûr, je vais lire la série en entier. Là, au niveau du tome 7, c'est clairement, je suis mordue. Bon, on verra bien ce que ça donnera pour la suite. Mais bon, au moment où j'ai fait mon retour après ma lecture du premier tome, je voulais me concentrer sur les promesses bien tenues, je vous le confirme. Et pour moi, ce premier tome a rempli parfaitement le rôle d'introduction qu'il est censé être, et il m'a carrément, là, vraiment, c'est de la folie, donné envie de découvrir ce que la suite allait nous réserver. Oui, j'ai lu les 7 tomes. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, je vais pas vous faire, j'avais noté l'après-coup de mon avis du tome 2.
Je pense que... Oui, non, je vais pas... On va rester sur cette note très positive. Le fait des 7 tomes maintenant après coup, franchement, j'adore. J'ai été d'ailleurs, dès que la paille est tombée, j'ai été m'acheter le tome 8, hein, bien sûr. Voilà, je l'ai lu direct après l'avoir acheté. Bon, ce tome 8 me laisse sur une posture très fâcheuse de l'héroïne principale. Donc bon, voilà, hein, je vais attendre le tome 9 et puis je vous le donne dans le bill, hein. Pas avant le 10 décembre, donc bon, voilà. On en saura plus au prochain épisode, c'est-à-dire au mois de décembre, quand j'irai à la librairie pour récupérer le dernier tome en cours. Voilà, allez, on passe à la suite. Donc avec tout ça, on arrive déjà à 11 livres. Et ouais. Et ce 11e livre, c'était le tome 1 de la série Monstre Capitaine, le lien d'Epsou, de Fanny Anthony, publié chez Gulfstream Éditeur. C'est un roman du genre de la fantasy. Et pour le résumer, dans un monde où les divinités de l'eau, du feu et de l'électricité sont vénérées, seuls certains élus sont touchés par le lien d'Epsou. Choisis par des créatures marines, ils deviennent monstres capitaines et sont les seuls capables d'affronter la mer. Léa et Lieven, élevés chacun sur un continent différent, se lient tous les deux à un légendaire dragon de l'eau. Créature aussi crainte que détestée. Une telle union n'avait pas existé depuis le premier lien forgé par Epsou, le dieu des mers, pour punir les hommes de leur brutalité. Projetés dans un univers inconnu, fait de complots, de trahisons et de véritables dangers, ces deux jeunes monstres capitaines que tout oppose doivent accepter un don aussi puissant que menaçant. Alors que Léa recherche le sanctuaire protecteur des dragons de l'eau avec son équipage, Lieven tente de survivre au lien, le confrontant à une nouvelle vision du monde. Commence alors une quête sous tension pour faire éclater la vérité et s'opposer à l'ordre des monstres capitaines, dominé par le sanglant Xalili et sa horde de Kelpie. Celui-ci est prêt à sacrifier dragons et capitaines pour imposer sa loi sur les mers. Alors pour mon avis, commençons déjà par la beauté de ce livre broché. Avec ses rabats et ses magnifiques pages intérieures, tout est pensé pour nous faire découvrir ce nouvel univers, les dieux qui se le partagent, ainsi qu'une partie des personnages que nous allons rencontrer. Et autant vous dire tout de suite, je l'ai dévoré, en seulement 24 heures. Dès les premières pages, Fanny Anthony a réussi à me happer et à m'immerger dans son univers. J'ai suivi avec passion les aventures de nos deux héros, Léa et Lieven, ainsi que celles de leur dragon de l'eau. On embarque avec eux dans une véritable aventure, on s'inquiète de leur sort, on tremble à leur côté et on partage leurs émotions. Leur rencontre avec deux dragons aussi majestueux que fascinants est un véritable moment fort. J'ai beaucoup aimé voir leur relation évoluer, les liens se tisser progressivement et chacun accepter à son rythme son nouveau rôle et les responsabilités qui l'accompagnent. Au fil des pages, on découvre également un monde riche, vivant, rempli d'enjeux autour de la mer et de ses ressources. Ce roman est aussi un rappel percutant des ravages que l'homme peut causer à la nature et aux créatures qui la peuplent. Par avidité, par soif de pouvoir ou simplement par égoïsme, tant de choses ont été détruites. C'est dans ce contexte que l'on comprend toute l'importance des monstres capitaines et le rôle essentiel qu'ils jouent dans l'équilibre de cet univers. Heureusement, certains personnages ont plus de cœur que d'autres, alors on tourne les pages avec frénésie, impatient de découvrir ce que l'avenir réserve à ce monde, si la quête de nos héros portera ses fruits, ou si les forces du mal finiront par l'emporter. C'est exactement le genre de lecture qui nous rappelle pourquoi on aime tant la fantaisie, pour l'émerveillement, pour les émotions qu'elle procure, pour les personnages qui finissent par prendre une place dans notre cœur et pour les messages qu'elle transmet avec tant de justesse. Si vous aimez les aventures en mer, les dragons, les créatures fantastiques, les dragons de mer, les dragons d'eau, les créatures fantastiques, les univers riches et les romans qui parlent autant au cœur qu'à la conscience, alors je ne peux que vous conseiller de découvrir Monstre Capitaine, le lien d'Epsou. Pour ma part, je serai au rendez-vous pour les 2 prochains tomes sans la moindre hésitation. Et si vous voulez en savoir plus sur l'autrice, Fanny Anthony, n'hésitez pas à vous référer à l'interview que j'avais effectuée en avril ou en mai, je crois, pour la sortie de son livre. Donc je vous laisse regarder dans l'historique pour retrouver cet épisode. Ensuite, j'ai écouté le tome 1 de la série Shadow Reaper, la traque des faucheurs, que j'ai reçu en service de presse par l'intermédiaire de NetGalley, qui est un livre audio publié par Volume Édition.
On est dans un genre de la fantaisie. Et pour le résumer, on ne marchande pas avec un faucheur. Sur l'île d'Elverdeen, le danger est partout. Les rues sont envahies par une brume noire qui tue tout ce qu'elle touche et par des faucheurs qui ne laissent derrière eux que des cadavres. Viridia Solas, jeune traqueuse de 17 ans, n'a qu'un objectif en tête. Capturer leur chef, l'homme qui a assassiné ses parents. Mais le célèbre prêtre des faucheurs échappe au meilleur traqueur de l'île depuis des années, jusqu'à ce que le vent tourne. Quand Reeve Ashton, le bras droit du prêtre, est capturé, il propose à Viri un marché. La jeune fille a beau savoir qu'elle ne peut faire confiance à un faucheur. Pourquoi chauffeur ? Faucheur, elle ne peut pas faire confiance à un faucheur, encore moins à celui-ci. La tentation de venger la mort de ses parents est trop forte. Mais le prix à payer est élevé et bientôt Viri risque de tout perdre, y compris son cœur. Alors mon avis, j'ai adoré mon écoute de ce roman. Une seule narratrice, une seule voix, comme je préfère. Et une histoire hyper intéressante, au rythme haletant, avec un univers dans lequel il est facile de s'immerger. On y suit Viri, une jeune traqueuse qui chasse les faucheurs, des êtres horribles et sans cœur qui s'en prennent aux enfants pour les tuer et aspirer leur magie. Cette magie, agit sur les faucheurs comme une drogue dont ils se nourrissent avec avidité, sans le moindre scrupule pour la vie humaine. C'est dans cet univers particulièrement dur que Viri cherche également à se venger du grand prêtre des faucheurs, responsable de la mort de ses parents. Mais lorsque son ancien meilleur ami, Reeve, devenu le bras droit du prêtre des faucheurs, refait surface 7 ans après sa disparition pour solliciter son aide dans sa propre quête, on comprend rapidement qu'il y a bien plus derrière tout ce qu'elle découvre notre jeune héroïne. On en apprend alors davantage sur leur passé commun, sur ce qu'ils sont devenus en s'éloignant l'un de l'autre et surtout sur les sombres objectifs du grand prêtre dont la soif de pouvoir semble insatiable. Les enjeux se révèlent finalement bien plus forts que Viri ne l'imaginait. Forcés par les événements, la traqueuse et le faucheur vont alors se lancer ensemble dans une véritable course contre la montre. Haletante, pleine de rebondissements. Pas le temps de s'ennuyer, on est immédiatement embarqué dans l'histoire. Et je dois dire que la voix d'Adélaïde Poulard y est peut-être aussi pour quelque chose. J'ai beaucoup aimé son interprétation qui rend l'écoute particulièrement agréable. Mais l'autrice, de son côté, maîtrise aussi parfaitement les actions de ses personnages et distille ses révélations au bon moment pour nous donner envie de tourner la page encore et toujours. Alors oui, il y a quelques facilités scénaristiques, mais franchement, je me suis laissée complètement prise au jeu. Si vous aimez les personnages attachants, qui se découvrent un rôle bien plus important qu'une seule imaginait, les histoires rythmées, les secrets et les révélations qui s'enchaînent, alors vous devriez aimer ce premier tome autant que moi. Le 13e livre que j'ai lu en ce mois de juillet, qui était aussi mon mois de vacances, j'ai lu le tome 1 de la trilogie Le Bouffon de la Couronne, tout simplement appelé livre 1, de Thibault Lafargue, publié aux éditions ActuSF. C'est un roman du genre fantasy. Pour le résumer, un bouffon est en dessous du peuple, mais au-dessus du roi. Amuse le roi, et tu amuseras la cour. Alors tu sauras l'être le mieux loti du château. Il en faut des hasards du destin pour que Sébrin, jeune homme dédié à la religion du Triste, devienne Tire-Langue, le bouffon du château de Belle-la-Ménure. Suite à une terrible maladresse lors d'une rencontre diplomatique, il se voit nommé bouffon par le roi afin d'éviter un désastre. Ce mensonge le propulse au cœur des intrigues de la cour où il découvrira, à ses dépens, la règle d'or du métier. Un bouffon qui ne fait pas rire est un bouffon en danger. Alors pour mon avis, ici, nous sommes sur une très chouette lecture qui nous plonge dans un univers où la religion occupe une place centrale. On y suit Sébrin, un apprenti fournier qui rêve d'intégrer le Moulin d'Or pour devenir un éploré, mais un événement inattendu va bouleverser son destin et remettre en question ses croyances, ses aspirations, ainsi que sa place dans ce monde. Depuis plus de 20 ans, les tensions entre les royaumes du Ponant et du Levant alimentent une guerre marquée par la haine et le racisme. Le roi du Ponant fait tout son possible pour instaurer une paix durable, mais cette volonté est loin de faire l'unanimité, aussi bien à la cour qu'au sein du peuple.
Lors d'une visite diplomatique, une maladresse de Sébrin va tout faire basculer. Cet incident fragilise encore davantage les efforts du roi pour préserver l'entente entre les deux royaumes, et afin de désamorcer la situation, comme le dit le résumé, le souverain décide d'en faire son bouffon. Et en tant que Matiné, un sang mêlé, donc un ponant mélangé avec un levant, le souverain décide d'en faire son bouffon. Je me perds dans mes explications. Donc, en tant que Matiné, un sang mêlé, ça ne sera pas aisé. Forcément, avec le racisme qui court, ça va être compliqué. Sébrin se retrouve alors propulsé au cœur des intrigues, des complots et des jeux de pouvoir qui agitent la cour. Chaque obstacle dressé contre les projets du roi devient aussi les siens, et il n'a d'autre choix que d'accepter cette nouvelle condition et de servir son souverain au mieux qu'il le peut. Car sans sa protection, sa vie ne vaut plus grand-chose. Ouais. Si vous aimez les intrigues de cour, les univers riches et foisonnants, ainsi que les personnages aussi attachants que profondément détestables, prêts à tout pour obtenir ce qu'ils convoitent, alors ce roman a toutes les chances de vous séduire. On s'attache rapidement à Sébrin, aussi appelé tire-langue pour les intimes du roi, que l'on voit sans cesse jeté dans la fosse au lion, contraint de survivre avec son intelligence, son courage et ce qu'il est profondément. C'est un héros humain qui doute, fait des erreurs, apprend, évolue au fil des épreuves que la vie lui tend, et c'est ce qui le rend d'autant plus intéressant à suivre. J'ai donc hâte de lire le tome 2 qui m'attend déjà dans ma palle. Je me suis posée ensuite sur le tome 3 de la trilogie Runborn, Sigyn, d'Ariel Holtz, publié chez Gulfstream Éditeur. C'est un roman de genre fantasy. Je vais vous donner uniquement le résumé du tome 1, bien sûr, parce que je ne veux pas vous spoiler. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 l'année dernière, je crois, entre avril, mai, juin de l'année dernière. Le résumé, donc. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qui il est, comme ses amis Elle et Braji, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteurs des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn, ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée. Donc, comme vous avez l'habitude, je ne vous spoilerai rien de ce tome 3, puisque c'est le dernier tome de la trilogie. Je vais vous donner un avis plutôt sur l'ensemble de la trilogie. Alors, j'ai passé dans cette nouvelle lecture un très chouette moment. J'ai enfin pu découvrir le dénouement de cette histoire. Ça a été un véritable plaisir de retrouver Tyr, Sigyn et Helena, Tyr devenant Tyrell dans l'épisode 2, dans le tome 2, je vous laisse découvrir. Ce sont 3 personnages auxquels je me suis vraiment attachée. Ce sont d'ailleurs les 3 personnages qui apparaissent sur la couverture à chacun leur tour. Voilà. Chacun défend ses valeurs, ses croyances, ses espoirs, avec beaucoup de justesse, qui les rend profondément humains et crédibles, et on a leur point de vue qui s'alterne tout au long du roman. La religion, et surtout la manière dont elle est interprétée et utilisée, reste au cœur du récit sur tous les 3 tomes, et à travers le regard des chacun des protagonistes, on découvre différentes facettes de cet univers et l'on comprend peu à peu toute la complexité qu'il y a derrière. La présence des dieux est toujours aussi marquante, puisque tout tourne autour d'eux, mais une question demeure jusqu'au bout. À qui peut-on réellement accorder sa confiance ? Au fil des 3 tomes, on finit forcément par adhérer à certaines idées et par prendre parti pour l'un des personnages. C'est inévitable, je pense. C'est aussi ce qui fait la force de cette trilogie. Elle pousse le lecteur à réfléchir, à remettre en question ses certitudes et à s'interroger sur la foi, le pouvoir et les dérives de la religion. J'ai beaucoup aimé le destin que l'auteur réserve à ses personnages. Cette veine douce amère m'a semblé parfaitement cohérente avec le chemin parcouru et donne tout son sens pour moi à leur évolution. Alors si comme moi vous aimez les personnages profonds, forts et imparfaits, les intrigues bien construites qui invitent à prendre position et les récits qui interrogent sur les dérives de la religion, alors je ne peux que vous recommander cette trilogie. Elle m'aura offert en tout cas une très belle lecture du début jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai découvert Serment de noirceur de Yelena,
que j'ai reçu en service de presse par l'intermédiaire de NetGalley et publié chez Gulfstream Editor dans la collection Électrogène. C'est un roman du genre fantastique et le résumé. Accusée du meurtre du roi, la sorcière Lara Lefay attend son exécution dans une geôle froide et silencieuse. Face au juge venu recueillir ses derniers mots, elle déroule le fil de sa vie. Une vie de sang, d'héritage et de choix impossibles. Élevée dans la sororité, les sorcières n'ont pas le droit de tomber amoureuses. Pourtant, différente de ce qu'on attend d'elle, Lara Lefay sait prendre Sabran, fils du duc de Valgogne, doux et sensible, à l'opposé de ceux contre qui on l'a toujours mise en garde. Leur histoire est belle, mais entachée par les obstacles qui se dressent sur leur chemin. De son enfance marquée par la magie noire à son jugement teinté par la haine, Lara ne devra omettre aucun détail. Mais pour lever le voile sur cette tragédie, il faudra traverser les méandres de la magie et affronter les vérités parfois difficiles à croire. Tiraillée entre l'amour et la raison, Lara comprendra que certains choix ne sauvent rien. Ils condamnent seulement autrement. Alors, pour mon avis, c'est une lecture qui m'a laissé assez partagée. Dès les premières pages, Serment de Noirceur propose une construction intéressante, parce que pendant plusieurs jours, donc ça suit vraiment un calendrier, jour 1, jour 2, jour 3, nous suivons le travail préparatoire d'un juge avant le procès de la sorcière Lara Lefay. Ce choix narratif permet de découvrir progressivement le passé de la jeune femme et les événements qui l'ont conduite à être accusée de meurtre. J'ai apprécié cette manière de dévoiler son histoire qui donne envie de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et au-delà de son intrigue, le roman aborde des thématiques fortes. Il questionne la place des femmes dans une société qui les contraint, les juge et les condamne dès lors qu'elles s'écartent des normes établies. À travers la figure de la sorcière, l'autrice met en lumière ces femmes indépendantes, détentrices d'un savoir sur les plantes et les remèdes, dont la liberté a souvent été perçue comme une menace. C'est sans doute l'aspect qui m'a le plus intéressée. La plume est fluide et accessible. Le récit se lit facilement, avec l'impression d'écouter quelqu'un nous confier son histoire, ses joies, ses blessures et les obstacles qu'elle a dû surmonter pour rester fidèle à elle-même. Cette proximité avec Lara renforce l'impact émotionnel de certains passages. En revanche, ma lecture reste mitigée. Si j'ai apprécié les réflexions portées par le roman, la fin m'a laissé perplexe. Elle est surprenante, audacieuse même, mais je ne sais toujours pas si elle m'a convaincue. Plusieurs jours après avoir refermé le livre, je continue à m'interroger sur le choix de l'autrice et sur le message qu'elle a souhaité transmettre. Est-ce une conclusion cohérente avec le reste du récit ? Était-ce la meilleure manière d'achever cette histoire ? Je n'ai pas encore trouvé de réponse. Et c'est peut-être là l'une des forces du roman. Il ne laisse pas indifférent et continue de susciter la réflexion bien après la dernière page. En définitive, Serment de Noirceur est un roman qui séduira sans doute les lecteurs sensibles au récit, mettant en avant la condition féminine, la figure de la sorcière et les injustices dont les femmes ont été victimes à travers les siècles. Même si je ressors de cette lecture avec quelques réserves, je reconnais au roman sa capacité à interroger, à provoquer le débat et à laisser une empreinte durable. Ensuite, je suis passée à une lecture un peu plus soft, une BD. Encore une. Le tome 1 de la série Les carnets de cerises, le zoo pétrifié de Joris Chamblin au scénario et Aurélie Néret au dessin. Livre publié aux éditions du Soleil dans la collection Métamorphose. C'est donc une BD jeunesse dont le résumé est le suivant. Il était une fois. Quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois. Moi c'est Cerise. J'ai 10 ans et demi et mon rêve c'est de devenir romancière. Mon truc à moi, pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. On a tous un secret enfoui que l'on ne dit pas, qui fait de nous ce que nous sommes. En ce moment, avec les copines, on observe quelqu'un de vraiment mystérieux. Alors mon avis, c'était vraiment une très belle lecture. J'ai adoré faire la connaissance de Cerise, cette jeune héroïne curieuse, intrépide et déterminée. Cette histoire est à la fois belle, poétique. Je ne m'attendais pas à passer un aussi bon moment dans cette forêt, à mener l'enquête aux côtés de Cerise et de ses amis, ni à verser ma petite larme devant les messages transmis avec tant de douceur et de justesse. L'intrigue est originale
et captivante. J'ai pris énormément de plaisir à découvrir l'énigme qui entoure cet homme mystérieux, aperçu dans la forêt, des pots de peinture à la main et vêtu d'une salopette éclaboussée de toutes les couleurs. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent pour offrir une histoire profondément touchante. C'est une bande dessinée pleine de tendresse, d'émotion, de poésie, qui aborde des thèmes forts avec beaucoup de délicatesse. Les illustrations d'Aurélie Néret sont absolument magnifiques et participent pleinement pour moi, à la magie de cette aventure. C'est une BD à mettre entre toutes les mains. Si vous aimez les lectures à la fois agréables, rapides à lire, mais riches en émotions et en sens, alors les carnets de cerises, le tome 1, en tout cas, est fait pour vous. En tout cas, moi, j'ai déjà hâte de découvrir les autres aventures de Cerise et je ne manquerai pas, la prochaine fois que j'irai à la bibliothèque, d'aller m'emprunter la suite. Ensuite, j'ai lu encore une BD, le tome 2 de la série Les Sœurs Grémillet, Les Amours de Cassiopée, de Di Gregorio au scénario et Barbucci au dessin, publié aux éditions Dupuis. C'est donc une BD jeunesse. Alors, je vous avais déjà fait le tome 1, je pense, l'année dernière. J'ai lu le résumé du tome 2 et ça ne spoil pas trop du tome 1, donc je me permets de vous le lire pour vous donner envie de découvrir ce tome 2 si jamais vous n'avez pas encore lu le tome 1 et pour vous donner encore plus envie de découvrir la série, donc le résumé du tome 2. Voici enfin venu le temps des grandes vacances. Comme chaque année, Sarah, Cassiopée et Lucille partent pour le petit village paisible où habite leur grand-mère. Elles y retrouveront leurs amis de toujours, la campagne endormie et un fantôme. Car une présence inquiétante flotte au-dessus des ruines du bord du lac. D'où vient-elle ? Quel est son secret ? Et pourquoi donc fait-elle sonner la cloche de la vieille église ? Le découvrir sera la nouvelle mission du Club des Trois Sœurs. Mais pour percer ce mystère, elles devront remonter le temps, partir à la rencontre des damoiselles et de chevaliers aux amours tourmentés d'hier et d'aujourd'hui, à des champs de blé et des lettres jamais envoyées. Alors, mon avis. Dans ce deuxième tome des Sœurs Grémillet, nous retrouvons donc les trois sœurs pour de nouvelles aventures et cette fois-ci en vacances à la campagne. Un décor estival parfait pour une enquête pleine de mystères. Comme toujours, les magnifiques dessins de Barbucci nous immergent immédiatement dans l'histoire, les paysages, les expressions des personnages et l'ambiance générale rendent la lecture aussi agréable que captivante. Quant au scénario de Di Gregorio, il prend son temps pour installer l'intrigue, faisant monter le suspense page après page. Quoi de mieux pendant l'été que de partir résoudre un mystère avec ses sœurs et ses amis ? Je vous le dis. J'ai adoré me plonger dans cette nouvelle enquête et essayer de découvrir qui est le mystérieux fantôme qui hante la vieille église et fait sonner la cloche toutes les nuits. Au fil des pages, entre légendes locales et secrets du passé, on découvre une histoire touchante faite d'amour contrarié, de choix du cœur et de chemins de vie différents. Chacun réagit selon sa sensibilité et prend des décisions qui lui ressemblent. J'ai beaucoup apprécié ce message qui montre qu'il n'existe pas une seule bonne voie, mais que chacun doit suivre celle qui lui correspond. Les trois sœurs, toujours aussi différentes et attachantes, apportent chacune leur personnalité à l'histoire, tant elles sont bien caractérisées. Si vous aimez les BD jeunesse mêlant aventure, mystère, émotion et belles valeurs, je ne peux que vous conseiller de suivre les Sœurs Grémillet dans cette nouvelle escapade. Une lecture aussi touchante que captivante qui donne envie de partir, nous aussi, à la découverte des secrets du passé. Et on continue sur la petite série de BD que je me suis permise de lire tout l'été, enfin en tout cas pendant le mois de juillet. On a le tome 4 de la série Le Grimoire d'Elphie, le trésor de la tricomancienne de Arleston Holweth et Minnie Ludwin, publié chez Dracou. Arleston et Holweth au scénario, Minnie Ludwin à l'illustration. C'est donc une BD encore en jeunesse, mais bon, je l'adore cette BD. En tout cas, cette série, je la trouve vraiment très très jolie. Donc là, c'est pareil, je peux vous donner le résumé du tome 4, ça spoil pas des masses de ce qui se passe dans les 3 premiers tomes, on continue juste de suivre les aventures des 3 sœurs. Donc je vais vous le lire. C'est dans les Pyrénées qu'arrive le bus librairie d'Elphie et de ses 2 sœurs. Là vit leur grand-père, un berger montagnard, mais les filles le trouvent changé.
Ils semblent ne pas avoir fait son deuil de la mort de leur mère, et elle se demande, donc de leur mère, de leur fille, de sa fille, et elle se demande s'il a encore toute sa tête. Sur place, Elfie découvre que sa grand-mère était une sorcière du tricot, et surtout qu'elle a tricoté dans des couvertures des indications que seule Elfie peut voir. Une carte qui pourrait la conduire à un fabuleux trésor. Elfie va déployer sa magie pour le retrouver, une aventure émouvante, pleine de surprises, où l'amour de la nature forme un lien fort entre les générations. Donc on est, pour mon avis, dans une nouvelle aventure d'Elfie et de ses sœurs que j'ai pris encore beaucoup de plaisir à découvrir. Cette fois-ci, direction les Pyrénées, où une quête autour d'un mystérieux trésor familial sert de fil conducteur à une histoire qui aborde avec beaucoup de délicatesse le thème du deuil. Comme toujours, les auteuristes parviennent à nous émerveiller à travers une aventure en apparence simple, mais qui recèle une multitude de messages, de belles idées et de thèmes profondément humains. Elfie tisse peu à peu le fil de son histoire autour de sa grand-mère, une grande tricomancienne, dont la magie des fils qui se croisent et se relient révèle maille après maille un passé aussi émouvant que fascinant. C'est beau, c'est tendre, c'est réconfortant, c'est empreint de poésie. Que l'on soit enfant ou grand enfant, il est difficile de ne pas se laisser toucher par les aventures d'Elfie et ses sœurs. Elle nous rappelle avec douceur que malgré les épreuves qui jalonnent une vie, il y a toujours de la magie dans les liens qui nous unissent et dans les souvenirs que l'on partage. Alors, n'attendez plus et allez découvrir cette série. Et si vous en êtes qu'au tome 2, lisez le tome 3, le tome 4, c'est vraiment trop bien. Vous pourrez d'ailleurs retrouver mes avis sur ces autres tomes dans les épisodes précédents. Par contre, je sais que c'était l'année dernière, mais quand exactement, je me souviens plus. Allez, on continue. Donc là, je me suis... mon choix s'est porté sur un roman graphique, une BD roman graphique, qui est le tome 1 de la série Holly Molly de Antoine Pierce et Sway. Donc Antoine Pierce au scénario, Sway au dessin, publié chez Dupuis. C'est une BD roman graphique jeunesse, dont voici le résumé. Holly et Molly, deux jeunes sœurs au tempérament très différent, vivent dans un monde magique, mais fort heureusement loin des mages et des terrifiantes conséquences qu'une rencontre avec l'un d'eux pourrait occasionner. Du moins, c'est ce qu'elles croyaient, avant qu'un tarot ensorcelé, des mercenaires maladroits et un mage changeur de forme ne leur tombent dessus. Fini la vie tranquille, il leur faudra s'aventurer dans le vaste monde et apprivoiser leur pouvoir pour s'en sortir et vaincre la terrible menace qui convoite leurs dons. Alors, mon avis. Pour ma dernière lecture de BD roman graphique de ce mois, mon choix s'est porté donc sur ce roman et c'était une sympathique lecture, portée par de très belles couleurs et un dessin plein de charme. On découvre un monde où la magie existe, mais où elle inspire aussi la peur à une partie de la population. Pourtant, son histoire est enseignée à l'école, ce qui rend cet univers d'autant plus intrigant. Pourquoi enseigner l'histoire de la magie dans l'école ? Si en fait ça fait peur. Nous suivons donc deux sœurs aux visions totalement opposées, Holly qui ne croit pas en la magie et s'en méfie énormément, notamment à cause des dérives qui ont marqué leur histoire, l'histoire de la magie, et Molly dont les yeux brillent d'émerveillement devant les créations magiques et qui est fascinée par les mages capables de les maîtriser, même si tout n'est pas toujours aussi merveilleux qu'il y paraît. Au-delà de son univers fantastique, l'histoire parle surtout de la fin de l'innocence et de ce que l'on choisit de préserver de notre capacité à se laisser surprendre en grandissant. Pour ma part, j'ai largement préféré Molly. J'ai adoré son regard émerveillé sur le monde, sa curiosité et tout ce qu'elle imagine autour de la magie. À l'inverse, j'ai eu beaucoup plus de mal avec Holly, constamment en colère contre ce qui l'entoure et en particulier contre cette magie qui cristallise toutes ses peurs. C'est un personnage que je n'ai pas réussi à apprécier, ce qui a un peu freiné mon immersion. Côté intrigue, je sais qu'il s'agit d'un premier tome et qu'il est normal que tout ne soit pas dévoilé dès le départ. Malgré tout, il m'a manqué un peu de contexte pour vraiment me sentir intégrée à cet univers. Peut-être est-ce simplement parce que j'ai envie de conserver cette part de magie propre à l'enfance, de continuer à voir le monde comme un endroit plus beau, plus étrange qu'il n'y paraît, ou peut-être que cette histoire n'était tout simplement pas faite pour moi. En revanche, rien que pour les dessins, la découverte vaut le détour. Les lecteurs qui apprécient les jeunes personnages pleins de contradictions, mais capables de garder l'esprit ouvert, devraient y trouver leur compte. Et je pense que les plus jeunes, en particulier, devraient adorer cette lecture.
Et voilà, on arrive à la fin. Et pour finir, on va donc passer à mes lectures en cours. Alors là, j'en ai plusieurs. La première que j'ai commencée fin juillet, et là, le jour où je vous enregistre cet épisode, on est le 2 août, donc je l'ai commencé il y a quelques jours, c'est le tome 2 de la trilogie Le Bouffon de la Couronne, livre 2, tout simplement appelé, de Thibault Lafargue, publié chez ActuSF dans la collection Bad Wolf et que j'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition. C'est un roman, comme je vous l'ai dit plus haut, du genre de la fantasy. Et comme je vous ai donné plus haut le résumé du tome 1, je ne vais pas vous le refaire. Et à ce jour, j'en suis à la page... Alors attendez, je vais regarder ça. À ce jour, je suis donc à la page 299 et j'aime toujours autant. Je vous donnerai donc mon avis sur ce deuxième tome au prochain épisode, donc restez à l'écoute. Dans tous les cas, j'étais vraiment ravie de retrouver la suite des aventures de notre bouffon de la couronne qui a une vie semée d'embûches. Mais donc voilà, je vous donnerai mon avis plus complet à la fin du mois d'août. Ensuite, pour ma lecture audio, je suis en train d'écouter le tome 1 de la série L'ours et le rossignol de Catherine Arden, que j'écoute sur Audible. Alors j'ai pas regardé qui c'est qui avait... Bref, qui est la maison d'édition, mais bon, en tout cas, voilà, moi je l'écoute sur Audible. C'est un roman du genre de la fantasy, et au niveau du résumé, au plus froid de l'hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter avec ses frères et sa sœur les contes de Dounia, la vieille servante, et plus particulièrement celui de Gel ou Morosco, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt, ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. Alors pour mon avis, je n'en suis qu'au tout début, il est donc difficile de vous en dire beaucoup pour le moment. J'ai bien aimé le prologue. On a une vieille dame, donc Dounia, qui raconte une histoire à sa famille au coin du feu et l'ambiance est immédiatement posée. Entre légendes et magie, ces premières pages sont pleines de mystères et m'ont vraiment donné envie de continuer. Ce matin, en faisant mon ménage, j'ai avancé aussi dans la lecture du roman. Alors, je vais regarder sur l'application où j'en suis exactement. J'en suis au chapitre 8, donc j'ai un peu plus avancé que fin juillet forcément. Écoutez, pour l'instant, les éléments se posent les uns derrière les autres. On découvre les personnages qui sont déjà dans ce prologue. Là, on découvre comment on en arrive à tous ces événements. Et puis, écoutez, pour l'instant, ma curiosité est toujours intacte. Je vais continuer à écouter ce roman dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc, écoutez, à suivre. Alors, je vous parlais un peu plus haut, au tout début de l'épisode, d'un livre que j'ai mis en pause. C'est L'envol des sables d'Aurélie Luong, publié chez Argile Éditions, qui est un roman du genre de la fantasy, pour le résumer. Tanger, à l'aube du 8e siècle, pour rattraper la faute qui leur a valu d'être exclus de leur clan, Ahmed a uni son destin à celui de son frère d'armes, Tariq, prodige de l'armée amazigh. Ensemble, ils ont combattu pour les Omeyyades et remporté de nombreuses batailles. Arrivés à l'ouest du monde, dédaignés par leurs supérieurs, ils s'enlisent dans les rues de Tanger. Lorsqu'un seigneur renégat d'Hispania leur livre l'opportunité qu'ils n'espéraient plus, passer de l'autre côté de la Méditerranée et remporter une victoire historique en leur propre nom, de celle qui mettra les Amazighs à l'abri du joug omeyyade, de celle qui rattrape toutes les fautes, désobéissant aux ordres du calife, les deux hommes réunissent en secret une armée hétéroclite, guerriers du désert, éleveurs des montagnes et encore, mages capables de manipuler le vent. Loin des dunes qui les ont vus naître, ils se lancent à l'assaut de l'Hispania pour la gloire ou l'oubli. Alors, pourquoi j'ai mis L'envol des sables en pause pour le moment? Et ce n'est pas parce que je n'aime pas, ni parce que l'histoire ne me plaît pas, que je l'ai mis en pause.
j'ai simplement ressenti que je n'étais pas dans le bon état d'esprit pour accueillir cette lecture comme elle le mérite. Je crois vraiment qu'il y a des livres qui arrivent à des bons moments et d'autres pour lesquels il faut attendre d'être pleinement disponible pour entrer dans leur univers. Pour moi, c'est le cas de celui-ci. Je ne l'abandonne donc absolument pas, bien au contraire, j'en ai entendu énormément de bien, ma curiosité est toujours bien présente et j'ai vraiment envie de découvrir où cette histoire va me mener. Je le reprendrai dès que je sentirai que c'est le bon moment, parce que je préfère offrir à ce livre toute l'attention qu'il mérite, plutôt que de le lire sans être totalement immergé. Voilà pourquoi j'ai fait ce lapsus tout à l'heure entre 18 et 19, c'est parce que j'ai commencé à le lire, mais que je l'ai mis en pause. Donc voilà, écoutez, je vous en dirai plus tard. Voilà. Je vous ai donc fait le bilan de mes lectures du mois de juillet, qui a été quand même extrêmement positif. J'ai découvert une série hyper addictive et j'ai eu de très bonnes lectures. J'ai passé de très 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 bons moments avec des univers, des personnages et des intrigues toutes différents et toujours aussi passionnants. Et puis écoutez, on verra à la fin du mois d'août déjà, et puis après à la fin du mois de septembre, si j'ai réussi ou pas à respecter cette palle estivale que je m'étais concoctée. Voilà, il est temps de conclure cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a nourri votre curiosité et semé quelques idées de lecture à découvrir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode, à liker et à partager autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @jess_angel ou m'écrire si vous avez envie d'échanger, de poser une question ou de me parler de vos propres lectures à ducappuccino@gmail.com. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast en cliquant simplement sur s'abonner. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.